Nous allons aborder aujourd'hui le contrat de vente. Nous allons voir comment il se définit, quels sont les éléments qui le constituent et comment le rédiger. Pour ce faire, avec nous, Maître Cécile Dequevert, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate au barreau de Lyon, ancienne responsable juridique d'entreprise et conseil juriste d'entreprise. Alors, dans un premier temps, pouvez-vous nous définir ce qu'est le contrat de vente ? Alors, le contrat de vente, c'est une notion très ancienne puisqu'elle préexiste depuis le Code civil de 1804. C'est même antérieur à ça. C'est une convention par laquelle une partie s'oblige à livrer une chose en contrepartie d'un prix qui va être versé par l'acheteur. Donc, vous avez des notions essentielles qui sont la chose et le prix. C'est vraiment ce qui caractérise le contrat de vente. Il y a une centaine d'articles dans le Code civil qui régit ce contrat de vente. Donc, on voit que c'est quelque chose qui a été pensé d'abord pour la vente de tous les jours et qui, à l'heure actuelle, pourtant s'applique plus entre les entreprises commerciales. Pour autant, on est bien dans le Code civil, pas dans le Code de commerce entre commerçants. Donc il y a toute une pratique et une évolution qui s'est développée, mais c'est bien le droit des obligations civiles qui prédomine, ça c'est pour ce qui est de la loi française. Et au niveau international, pour éviter toute discussion et contradiction entre les différents systèmes législatifs, vous avez la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises et les principes unidroits vers un code commun, on va dire, des obligations au niveau européens qui permettent de fixer des dispositions communes. Il est vrai qu'il y a certains contrats qui, eux, ont besoin d'un écrit et c'est là où les dés sont un peu brouillés. Par exemple, ça peut être dans la vente d'immeubles pour l'opposabilité au tiers. Et puis surtout, ça peut être dans les relations entre fournisseurs et distributeurs, la nécessité et l'obligation de conclure chaque année un contrat de vente avant le 1er mars sous peine d'amende de 75 000 €. Donc là, on s'éloigne du consensualisme et on va vers du formalisme. Ce qui fait que les entreprises, d'ailleurs, sont de plus en plus contraintes de rédiger ces contrats de vente. Donc pourquoi c'est important d'avoir un contrat de vente? Puisque donc, il y a ce consensualisme, normalement, qui fait que vous avez un contrat sans vous en rendre compte, qui pourtant s'applique, qui prédomine avec des règles derrière. Et le fait de se mettre d'accord sur la chose et le prix, et donc d'avoir un contrat de vente formé, signifie que vous devenez propriétaire. L'acheteur devient propriétaire à partir du moment où cet accord est donné. Donc c'est ce qu'on appelle le transfert de propriété sous le consensus. Et il faut plutôt, surtout dans la vente commerciale, décorréler les deux. Alors justement, quels sont les éléments qui définissent un contrat de vente? Les éléments, ce sont principalement la chose et le prix qui doivent être déterminés, déterminables. C'est vrai, puisque c'est bien maintenant où il y a un accord là-dessus. Et pour qu'il y ait un accord, il faut qu'elle soit bien déterminée. À défaut de pouvoir être déterminée, déterminable. Il y a eu toute une bataille jurisprudentielle pour savoir à quel point un prix était déterminable. Le prix, j'insiste un peu plus particulièrement, puisque en France, vous avez la liberté des prix. Vous pouvez tout à fait conclure un contrat de vente absolument pas intéressant pour vous, vendeur, à un prix dérisoire. Certains systèmes de common law ne le permettent pas. On va beaucoup plus rechercher l'équité. En France, on ne se soucie pas de l'équité. On est libre de convenir le prix qui nous convient. Pour autant, il existe certains cas de récision pour lésion, mais c'est extrêmement limité. C'est essentiellement dans la vente d'immeubles, là encore. Donc autrement, le juge peut intervenir, mais là aussi, c'est dans certains cas, si le prix est trop dérisoire. Donc vous avez cette possibilité, mais pour autant, là aussi, la liberté, elle n'est pas sans limite. Vous avez le droit économique, le droit de la concurrence qui fixe des barrières, puisque vous ne pouvez pas notamment faire ce qu'on appelle des prix imposés à votre revendeur. Vous ne pouvez pas lui imposer les prix de vente qu'il va avoir vis-à-vis de ses clients à lui. Il doit garder toute liberté. Donc ça, c'est justement la consécration ultime du principe de liberté des prix. Vous ne pouvez pas vous entendre sur les prix avec un concurrent ou avec un concurrent. Il y a eu des sanctions très lourdes qui ont été prononcées contre les opérateurs de téléphonie mobile. Alors comment rédiger au mieux un contrat de vente? Il faut avoir en tête les principales clauses déjà et les principales obligations du vendeur. Le vendeur a pour obligation de délivrer la chose et de la garantir. Ça, c'est vraiment son obligation. Donc il faut la rédiger dans cet esprit. Et pour le vendeur, sa principale obligation, ça va être de retirer le produit et de payer.
Donc ça veut dire diverses clauses, ça veut dire tout d'abord bien identifier les parties, puisque souvent on le voit entre entreprises, il faut s'assurer que l'entreprise c'est le bon représentant qui a la capacité et le pouvoir pour signer le contrat. Ça va être le fait de rédiger un préambule, c'est extrêmement important de bien rédiger un préambule pour pouvoir expliciter le cadre du contrat. Et ça permet au juge, en cas de conflit, d'interpréter le contrat. En France, le juge a un large pouvoir d'interprétation des conventions. C'est la seule limite, on va dire, à la liberté contractuelle. Donc le préambule est un point souvent négligé et pourtant très très important. Il faut être clair, concis, il ne faut pas faire du jargon juridique à tout prix. Il faut utiliser les bons termes, mais il faut que les parties aient bien conscience de ce que ça implique, comprennent bien les implications, et c'est là où je dis qu'il faut être simple, et clair et précis. Donc ensuite, l'envoyeur, bien sûr, accordera une attention particulière à la clause de prix, tout ce qui peut être délai, intérêt de retard, qui va prendre en charge quel coût. L'acheteur, lui, va être bien sûr vigilant à tout ce qui est garanti sur le produit qu'il va acheter. Moi, je conseille aussi de mettre souvent des clauses pénales pour être sûr que l'autre partie va bien exécuter ses obligations. Et ensuite, de réfléchir à des clauses sur la résiliation, puisque là aussi, dans les droits anglo-saxons, vous avez plus facilement la possibilité de résilier le contrat. En France, ce n'est pas si évident, il faut vraiment l'avoir stipulé. Et bien dire dans quel cas, généralement au cas où l'autre partie n'a pas exécuté ses obligations, vous pouvez mettre fin au contrat. Vous avez les clauses de force majeure qui sont importantes aussi, puisque ça ce sont des dispositions jurisprudentielles, donc il faut les encadrer, surtout en France où on connaît certains problèmes avec la grève. Il faut bien préciser dans ce cas que ça peut vous empêcher d'exécuter vos obligations. Et enfin, vous avez la clause de règlement des litiges, puisque entre commerçants, vous pouvez stipuler quel est le tribunal compétent. Il faut à tout prix préciser les choses pour ne pas avoir de discussion sur la compétence territoriale du tribunal et éviter des coûts aussi éventuellement quand vous avez un litige qui se passe beaucoup plus loin de chez vous. Voilà. Et il faut réfléchir de plus en plus, je pense, à des modes de résolution alternatifs, amiables, de résolution des litiges comme la conciliation, la médiation, qui sont poussés par le législateur, est extrêmement utile aux entreprises, moins coûteux, plus rapide. Donc, et ça va jusqu'à l'arbitrage pour des plus grosses opérations qui peuvent être plus coûteux. Donc soignez bien la rédaction, c'est très important, bien identifier l'objet, bien comprendre l'équilibre général, négocier de manière équilibrée avec votre contrepartie, c'est très très important de bien toujours avoir en tête l'intérêt de l'autre partie, comprendre ses intérêts, les expliciter. Et faire des contre-propositions. Là aussi, on a une façon de négocier, je pense, qui évolue vers la culture du win-win, mais qui encore reste un peu trop focalisée sur ses intérêts. Donc c'est important de bien prendre en compte tout ça. Et bien sûr, impliquer un juriste et un avocat dès le début pour mettre les clauses qui vont bien, puisque qu'est-ce qui restera au moment où vous aurez un problème? Ce sera le contrat. Et s'il n'est pas bien rédigé, notamment les clauses de compétences, vous allez avoir un sérieux problème. Et puis surtout, ce contrat, vous le faites parce que vous voulez déroger au droit commun, parce que vous voulez ne pas avoir un transfert de propriété au moment de l'accord, mais au moment de la livraison, puisqu'il faut que ce soit l'acheteur qui ait la responsabilité des risques. Il ne faut plus que ce soit à vous, vendeur, d'avoir les risques sur votre tête. Donc si vous prenez la peine de négocier un contrat et de le rédiger, c'est bien, ça n'est pas suffisant, il faut vraiment s'assurer qu'il y a les bonnes clauses à l'intérieur pour que le juge puisse, le cas échéant, utiliser toutes les possibilités de ce contrat. D'accord, donc pour conclure, on peut dire que la rédaction ne s'improvise pas et qu'il faut être conseillé par un spécialiste du droit dans le domaine. Un spécialiste du droit qui connaît bien le droit des obligations, qui connaît bien le droit des affaires, mais qui aussi aura vraiment le souci de comprendre l'entreprise, ses problématiques commerciales, de les intégrer. C'est extrêmement important puisque c'est d'abord une négociation commerciale, un contrat commercial. Voilà. Maître Cécile Dequevert, je vous remercie pour toutes ces explications. Je vous remercie à vous.